en direct du bureau du maire. Le maire, il est là, M. Marc Demers. Merci encore de nous recevoir. Presque chez vous, dans le fond, c'est le Cosmodome. Ça fait partie du patrimoine architectural et même historique de Laval maintenant, parce que ça fait quand même quelques années qu'il existe. Effectivement, puis c'est un endroit qui est très fréquenté par les jeunes lavallois, mais les jeunes aussi de l'extérieur. Et c'est unique au Canada. Alors, c'est un musée qui est unique au Canada et on a des visiteurs qui viennent un peu partout à travers le monde pour peut-être exporter le modèle. Alors, il faut le mettre en valeur. Ça s'adresse certainement aux enfants, mais aussi aux adultes qui sont curieux de voir. Puis, il y a une vraie navette spatiale ici. Et ce qui est intéressant, et je vous le dis, c'est que si jamais vous êtes venu ici il y a quelques années, c'est toujours en évolution parce que les choses changent et on s'adapte ici au Cosmodome. Puis, entre autres, la fille avait fait le camp spatial de 5 jours et quelques. Bon, ça n'a pas fait d'elle une astronaute, mais quand même, elle a vécu une belle expérience. Puis, on y reviendra. Puis, d'ailleurs, je vous invite à rester à l'écoute de l'émission parce qu'à la fin, il va faire un peu sa Julie Snyder. Il va nous arriver avec une grosse surprise. En tout cas, ah oui! On va à la pause. Non, c'est pas vrai. On va parler d'une grosse annonce que vous venez de faire qui concerne le centre aquatique dont vous rêviez et qui va éventuellement se faire. On parle quand même d'un budget de 56,8 millions de dollars. C'est un édifice qui va être ici à côté. Qui va être à proximité, oui. De 11 400 mètres carrés qui pourrait accueillir 875 baigneurs et jusqu'à 1200 spectateurs. C'était dans votre volonté d'avoir de plus en plus d'infrastructures sportives et là, ça va se réaliser. Parlez-nous-en un peu. Alors, écoutez, il y a eu des études de fait sur les besoins de la population de Ville de Laval et effectivement, la piscine est un besoin. Des villes beaucoup plus petites, Terrebonne, Gatineau, ont des centres et c'est apprécié de la population. Alors, c'est pas tellement un désir unique de ma part, mais c'est un besoin de la population et c'est là-dessus qu'on s'est mis à travailler. Parce qu'on a des piscines ici à Laval. Il y a des piscines extérieures. La Ville n'est pas propriétaire de piscines intérieures et il n'y a pas de piscine à Laval qui permettent d'accueillir des compétitions, caractère provincial, national ou même international. Alors, le besoin est là, la demande est là. Nous avons fait un plan d'affaires qui est viable et très intéressant. Et là, on est à négocier avec les gouvernements supérieurs pour leur demander une contribution, comme ça s'est fait dans d'autres villes, comme Gatineau, Terrebonne et plusieurs autres villes, Trois-Rivières, Montréal. Est-ce que les gens peuvent s'opposer à ce projet-là d'une certaine façon? Est-ce que les citoyens ont leur mot à dire là-dedans? Bien, les citoyens ont leur mot à dire parce que dès la base, si le projet était de l'avant, c'est qu'il y avait une demande très, très forte citoyenne qui date de plusieurs années. Deuxièmement, à tous les ans, j'assiste à des compétitions de clubs de natation, de plongeon de Laval qui se passent au centre Claude Robillard. Alors, nos athlètes, pour s'entraîner, sont obligés d'aller à l'extérieur de Laval, alors qu'ils paient des taxes à Laval. Et c'est du temps pour eux pour s'entraîner, c'est du temps pour les parents. Alors, on doit offrir ce service-là sur notre territoire. Et il y a tout un aspect économique. Si on a un endroit qui peut accueillir des compétitions à caractère national ou même international, c'est des taxes, c'est des affaires pour les commerces de Ville de Laval et cet aspect économique-là n'est pas négligeable. Bien sûr. Puis en plus, ça va être ici dans les environs. Donc, ça va créer un pôle encore. Effectivement. Alors, il y a eu une étude de notre département d'économie qui nous le recommande, la direction générale le recommande, les associations sportives le recommandent, le désir et le demande. Et dans nos consultations publiques, dans de Repensons Laval, c'est une demande aussi qui a surgi. Alors, basé sur ça, nous allons de l'avant avec le projet et on attend la contribution des gouvernements supérieurs. Première pelletée de terre, vous la rêvez quand? Il n'y a pas de date de déterminer. Puis avant de faire des annonces, j'aime bien qu'elles soient très, très bien ficelées pour ne pas faire des annonces 2-3 fois qui ne se réalisent pas. Oui, pas créer des attentes pour rien. Effectivement. On va aller dans un sujet un petit peu plus corsé. Il y a un conseiller municipal lavallois, d'ailleurs, qui fait partie de votre parti, qui est visé par une enquête de la Commission municipale du Québec, le CMQ, pour de possibles manquements d'éthique.
Selon le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval, le BIEL, Vasilios Karidogiannis a suggéré publiquement qu'il utiliserait son statut de politicien pour influencer les décisions de la Régie des alcools en faveur d'un restaurant montréalais soupçonné d'attirer des clients liés au crime organisé. On parle du Bois Nanoté et ça aurait eu lieu le 1er août 2015, donc lors de son mandat avec vous. Il est encore dans votre équipe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, ce que M. Karidogiannis a fait, c'est qu'il a mis publiquement sur sa page Facebook à l'effet que ce n'est pas que des criminels qui fréquentent ce restaurant-là. Lui connaît un des propriétaires, c'est un restaurant très, très populaire à Montréal. Puis il dit, regardez, il y a des gens honnêtes qui le fréquentent, dont nous autres, on ne se cachera pas. OK, mon épouse et moi, et il est à l'origine d'une fondation, il s'est mêlé à la politique. C'est un restaurant très coté, bien connu. C'est ce qu'il a fait. Oui. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû le mettre public. Maintenant, ceci étant dit, il n'a posé aucun geste pour influencer aucune instance. Il n'a jamais appelé. Il n'a pas mordu. Il n'a jamais appelé qui que ce soit à Régie des alcools ou au gouvernement pour essayer de jouer d'un trafic d'influence quelconque. Parce que son pouvoir aurait été limité, je veux dire. Pardon? Son pouvoir aurait été limité en tant que conseiller de Ville de Laval. Il n'y a aucun pouvoir là-dessus. Et il n'a jamais évoqué le statut de conseiller de Ville de Laval. Il a dit « je suis une personne politique ». OK? Il n'a pas dit « je suis un élu, je suis membre de ces... » Sauf que on va faire confiance à la commission, faire son travail, et j'ai été un des premiers à dire ça doit être examiné. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, puis on va faire l'examen, et s'il y a offense, pour moi, c'est pas une offense majeure. Puis il pourrait y avoir confiance quand même. Peut-être, on verra, mais il faut comprendre aussi que tous les élus sont nouveaux, sauf un à Ville de Laval. Maintenant, parlons de Laval, toujours. Encore aux prises avec la corruption, peut-on lire dans Le Devoir. Quand on lit le titre, on se dit « Ah ouais, OK ». Sauf que si on va un petit peu plus loin, on apprend qu'en 2015, la Ville a saisi l'unité permanente anticorruption l'UPAC de 10 dossiers concernant des gestes allégués de corruption et de malversation en son sein. Et ces 10 dossiers émanent de signalements qui ont été reçus dans un premier temps par le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval, donc le BIEL qui a été créé au printemps 2014, justement pour protéger l'intégrité de l'administration municipale. Et le BIEL a reçu au total 150 signalements en 2015. C'est une hausse de 121 %. Donc, on sent que cette ligne-là fonctionne. Par rapport aux 68 signalements qu'il avait reçus entre les mois de mars et décembre 2014, il y a 150 signalements, 48 qui étaient de nature criminelle, 34 qui ont mené à des enquêtes policières. Et au final, 4 dossiers criminels se sont soldés par des mises en accusation qui ont entraîné à leur tour pas moins de 17 arrestations. C'est une bonne nouvelle, moi, ça. Le titre est un peu trompeur, mais quand on regarde, on se dit, bien, écoutons, il y a quand même un filtre. Écoutez, le titre, pour moi, s'explique pas. Parce qu'on a mis en place un mécanisme qui fonctionne. On se rappellera que pendant trop d'années, personne ne dévoilait la Ville de Laval. C'était des médias, mais les employés, la garde rapprochée des élus n'osaient pas. Nous, on a passé un règlement obligeant chaque élu, s'il y a connaissance de quelque chose qui pourrait être illégal, l'obligeant à dénoncer. Donc, c'est même une offense de ne pas dévoiler. Effectivement. On a même... Et on a copié ça dans la loi de police. Et on a mis en place un mécanisme, une ligne pour dévoiler tout comportement normal, et ça fonctionne. Maintenant, ce sont des allégations, il n'y a aucun fait prouvé, et on ne sait même pas si le comportement qui est dévoilé, de quelle époque il date. Alors, si quelqu'un a constaté qu'en 2012, il est arrivé des transactions qui méritent d'être enquêtées, il peut le dévoiler là. Alors, le titre fait une affirmation qui, tant qu'à moi, est trompeur et n'a pas de base comme telle. Une ville zéro corruption, c'est possible selon vous? Je vais vous dire que le changement de culture à Ville de Laval, dorénavant, chaque poste clé a l'obligation de divulguer. Tout le monde se parle. Ça va prendre un certain temps avant qu'une culture
de corruption se reprennent forme à Laval, je peux vous assurer. Et ça, basé sur mon expérience de 30 ans au service de police. Alors, il y a des mécanismes mis en place. La vérificatrice générale a tous les outils qu'elle a demandé pour vérifier. L'Ombudsman fait d'autres vérifications. Le BL fait d'autres vérifications. Et l'ensemble de tout ça fait que ça devient très périlleux pour qui que ce soit d'aller jouer dans ce jardin-là de corruption et de collusion. Mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui, mais habituellement, les criminels vont chercher les proies les plus faciles et les occasions les plus faciles. Justement, parlons de titre encore, celui-là doit vous faire plaisir, de bastion de la corruption à Ville-Modèle, les stratégies de redressement administratif déployées à Ville-Laval au cours des 2 dernières années risquent de passer à l'histoire. C'est du moins l'avis du directeur général de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, M. Nelson Michaud. Parce que vous avez mis, c'était même des chantiers, on parle de 10, une équipe de direction générale de la Ville, 10 professeurs de l'ENAP, 16 services municipaux, le Bureau d'intégrité et de l'éthique de Laval, vous en avez parlé, le BIEL, le Bureau des grands projets, et ainsi de suite. C'est un résultat, on sent qu'on s'en va dans la bonne direction, là. Surtout quand l'ENAP dit, ce modèle-là, c'est un modèle à suivre. Une petite histoire derrière tout ça. J'ai rencontré le directeur de l'ENAP quelques jours après l'élection. Et ce qu'il m'a demandé, il dit, on aimerait faire un code d'étude de Ville de Laval à cause de l'historique récent. Et c'est un laboratoire formidable pour l'enseignement de la gestion publique. Et après quelques jours de réflexion, j'ai dit non, j'ai une contre-proposition à faire. Au lieu d'étudier ce qu'on fait, vous allez étudier et nous conseiller. Alors, on a bénéficié de l'expertise, de l'expérience de 10 professeurs de l'ENAP, qui est quand même l'enseignement public spécialisé à l'université, qui a des gens qui viennent un peu partout à travers le monde pour suivre. Effectivement, et qui nous a conseillé. Alors, ça plaçait une étape de vérification supplémentaire au-dessus de la direction générale, au-dessus du politique, pour étudier toutes les mesures administratives, les changements qu'on a faits. Et c'est notre bulletin, un bulletin d'un œil neutre, extérieur, indépendant, qui est sorti et qui, j'en suis très, très fier. Vous vous donnez quelle note, justement, dans ce bulletin-là, M. Levers? Bien, écoutez, au niveau de la note, je suis très fier, mais le bulletin n'est pas total. Il y a des chantiers qui n'ont pas regardé et il y a encore des changements majeurs qui s'en viennent. Donc, on est à mi-étape, à peu près? Oui, je dirais à mi-étape, mais on va se donner 85 comme il faut. Il y a François Leblanc, qui a été chef de cabinet de Gilles Duceppe du temps qu'il dirigeait le Bloc québécois, qui rejoint la garde rapprochée du maire de Metz. Le contrat de 3 jours semaine qui lui a été consenti est d'une durée indéterminée. Si le traitement salarial n'a pas été rendu public, on sait cependant que la rémunération annuelle affectée à la fonction de conseiller spécial est de 109 671 $. C'est-tu vrai qu'il va toucher ça? Parce que c'est son salaire 3 jours semaine. Non, il va toucher le 3/5e de 109 000. OK? Alors, oui, il est engagé, mais il faut dire qu'il a été conseiller d'un premier ministre, M. Bouchard. Il a une vaste expérience en politique. Il a été aussi l'organisateur politique de Mme Mélanie Joly, quand elle s'est présentée à Montréal, et qui a eu une performance sans égale. Alors, c'est quelqu'un qui a une expérience au niveau des rouages du gouvernement fédéral qui est exceptionnelle. C'est une fonction politique ou administrative? C'est politique. C'est politique. Alors, il est attaché à mon cabinet. La journée que je suis plus à l'Hôtel de Ville, son poste n'est pas garanti et il va nous aider à piloter nos dossiers sur le plan fédéral. Ce que vous voulez faire, c'est avec quelqu'un d'influence comme celui-ci, vous voulez faire avancer vos dossiers, dans le fond, c'est ça? Effectivement. Alors, on a une bonne collaboration avec le gouvernement fédéral. Déjà, il y a des dossiers au niveau du logement social. On a des demandes importantes. Le Cosmodome, c'est un dossier dans lequel le gouvernement fédéral s'est désengagé, qu'on aimerait qu'il puisse encore participer. Et
tous les programmes que le fédéral met en œuvre de subvention des infrastructures puis tout ça. Alors là, on a finalement quelqu'un qui connaît bien les rouages du gouvernement, qui a encore ses entrées au gouvernement et qui est capable de faire cheminer nos dossiers plus rapidement. Dans votre garde rapprochée, on dit qu'il y a 11 personnes pour une masse salariale de 900 000 sur un chiffre prévu au budget de 1,2. 1,2 million. 1,2. Alors, on a une disponibilité de 1,2 million. Et il faut comprendre que, l'opposition officielle a 600 000. Il y a un élu. Nous sommes 16 élus. Mais la grande différence, c'est que nous gérons la ville. L'opposition officielle n'a pas de décision de gestion à prendre. Elle n'a que l'opposition à faire. Elle n'a que des recherches et soit des critiques positives ou négatives, c'est son choix, mais il spécialise surtout dans les critiques négatives. Comme c'est souvent le cas de l'opposition. Hein? L'opposition, ça reste l'opposition, oui. Mais ils n'ont pas de décision de gestion. Nous, on a 3500 employés à gérer, les conventions collectives à renouveler, les dossiers à mettre de l'avant, les études et les décisions sur une base quotidienne. Alors, j'ai besoin de gens qui m'entourent, qui puissent décortiquer ces dossiers-là, en faire l'analyse et, évidemment, faire suivre ces dossiers-là pour prendre des décisions. Et c'était vous qui décidiez d'engager ce monsieur-là? Oui, effectivement. Okay. Tout le personnel politique qui est au cabinet s'est rattaché à moi et leur espérance de vie dans leur fonction est relative à la mienne. OK. Donc, c'est votre entourage, puis... Effectivement. Si vous n'êtes plus là, ils sont plus là. OK. La Ville de Laval rend disponible 5 nouveaux jeux de données. On parle de données ouvertes depuis, décembre, vous avez commencé ça. Open source, je pense qu'on appelle. C'est ça en anglais. La rémunération des élus, les coordonnées des élus, la présence des élus aux séances du conseil municipal, les résultats d'un sondage sur l'intérêt pour des événements culturels, ainsi qu'un pré-inventaire du patrimoine architectural. Tout ça pour permettre aux citoyens de consulter. On est dans la transparence encore. Et ce que vous voulez éventuellement, c'est que les citoyens prennent ces données ouvertes-là pour en faire quelque chose, soit sur le web ou en application, donc des applications pour téléphone mobile. Ça se passe comment jusqu'à présent, ces données ouvertes-là? Mais écoutez, on va un petit peu plus loin que la majorité des municipalités là-dessus. L'idée, c'est de rendre l'information disponible. Une question de transparence, une question, évidemment, c'est notre philosophie, mais s'il y a des gens qui ont des études, s'ils ont des centres d'intérêt quelconques, ils peuvent aller chercher les données et étudier le résultat et en faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est ça le principe des données ouvertes. On gère l'argent du public, c'est une administration publique, on va rendre les données accessible au grand public. Est-ce que votre salaire est là-dessus? Est-ce que celui de votre numéro de téléphone et ainsi de suite, tout est là? Bien là, le numéro de téléphone, c'est d'autres choses, là. Mais le numéro de téléphone de l'Hôtel de Ville, oui. Mon cellulaire n'est pas là-dessus. Parce que c'était, je veux dire, je pense que d'habitude, les conseillers, en tout cas même les maires, on connaît leur salaire, on connaît leur numéro de téléphone. Donc, c'est pas des données ultra confidentielles, mais on les rend accessibles aux gens, c'est ça? Oui, mais là, c'est massivement beaucoup plus et ça va permettre aux gens de développer des instruments d'analyse s'ils veulent analyser une partie des données où il y a un sujet d'intérêt particulier. Maintenant, il y a la CAQ qui a déposé un projet de loi pour donner plus d'autonomie aux municipalités. Il s'agit, entre autres, de l'autonomie du milieu municipal. C'est le porte-parole de la coalition Avenir Québec en matière d'affaires municipales et d'occupation du territoire. Vous avez peut-être déjà rencontré M. Mario Laframboise, qui a déposé le 24 mai dernier à l'Assemblée nationale le projet de loi 690 qui vise à permettre aux municipalités de conclure entre elles le partage de services de soutien de mesures d'urgence entre les corps de police respectifs. Le projet de loi indique également que le ministre de la Sécurité publique peut autoriser sur demande d'une municipalité que celle-ci offre des services de police différents de ceux prévus par la loi sur la police. Vous qui êtes un ancien policier, c'est une bonne nouvelle? Oui. Ça pourrait être un bon projet de loi? Premièrement, il y a un intérêt collectif que les informations circulent plus facilement d'un service de police à l'autre. Deuxièmement, vous savez, chaque ville est tenue à certains niveaux. Selon sa population, entre autres. Effectivement. Et c'est des frais. Et ce projet de loi-là pourrait permettre de partager les coûts, minimiser les frais pour l'ensemble des citoyens et aider à une plus grande collaboration entre les différents services de police. Ces services de sécurité publique-là. Effectivement.
mais il n'y a pas de prix à la sécurité, puis on doit assurer la sécurité de nos citoyens. Parlons de 23,5 millions de dollars qui a été accordé par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, M. Jacques Daoust, qui était aussi représenté avec la ministre responsable des aînés de la lutte à l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau. Il y a quelques jours à peine, ils ont annoncé que le gouvernement investirait dans un projet aussi de voies réservées aux autobus réalisé par l'Agence métropolitaine. 2,7 millions pour travailler dans l'axe routier 25440 à Laval d'ici la fin de l'année 2016. Donc, le chantier devrait commencer bientôt, j'imagine. Et cet argent-là, c'est un argent important quand même. Effectivement. En fait, quand il y a 23 millions qui est mis à disposition de la Ville, la STL, dans le cadre de programmes de subvention existants. Alors, la STL a été très proactive à bénéficier de ces programmes-là. Et la Ville, on va ajouter 15 millions. Alors, au total, c'est 38 millions. Le but, c'est de rendre la circulation plus fluide, le transport en commun plus attrayant. Alors, nous serons la seule ville au Canada où les autobus vont communiquer avec les feux de circulation. Le feu de circulation va savoir si l'autobus est en retard ou est avant échéance, va pouvoir ajuster la lumière en conséquence. Le feu de circulation, c'est même le nombre de passagers qu'il y a dans l'autobus et si deux autobus arrivent au même feu de façon en même temps, l'autobus qui aura le plus grand nombre de passagers sera favorisé. Alors, l'idée, c'est de rendre ça attrayant, facile et fluide. Et ça, tout ça, ce n'est que pour le transport en commun. Est-ce qu'il y a aussi des réfections de rue? Oui, j'imagine. Bien, effectivement, si vous prenez le boulevard Le Corbusier au complet, sera modifié, partie du boulevard La Belle, boulevard La Concorde. Alors, il y a des changements majeurs, le boulevard des Laurentides aussi, des changements majeurs sur plusieurs rues. Mais c'est pas seulement que le bitume, là, c'est aussi les infrastructures souterraines. Pistes cyclables, trottoirs, voies réservées. Alors, tout ça doit être fait en même temps pour minimiser les coûts. Une autre bonne nouvelle, la Ville de Laval n'exigera plus de permis pour des travaux de moins de 5 000 $, dis-je, exempts de normes de sécurité incendie, de construction ou d'implantation. Ça venait compliqué. Quelquefois, on fait une petite rénovation dans la maison, pour 5 000 $, ça arrive vite, hein? Même dans son commerce, ils ont obligé de demander un permis. Pourquoi vous avez décidé justement de laisser tomber? Premièrement, au niveau du prix, comme vous dites, ça arrive vite. Deuxièmement, c'est à l'eau pour les citoyens et c'est une demande de plusieurs citoyens entrepreneurs. Alors, on a décidé d'actualiser notre règlement municipal et ça va faciliter la tâche pour les gens. Vous prenez comme la commission scolaire, à chaque fois qu'il y avait une porte à changer, ça leur prenait un permis. Alors, et l'ensemble des commerces, des résidents. Alors, on a modernisé notre règlement, ce chapitre-là, qui va rendre la vie plus facile à tout le monde. Il y aura sûrement plus de vérification du niveau du service d'urbanisme à ce moment-là, non? Juste pour s'assurer. Au niveau des contrôles, nous, ça nous permet d'avoir moins de contrôles sur un certain nombre de dossiers. OK. On approche des bonnes nouvelles, de la grosse surprise. Il nous reste 4 minutes. OK. Il y a un des vôtres, M. Robert Séguin, qui, lors du congrès des chefs du Québec de l'Association, donc des chefs en sécurité d'incendie, qui se tenait à Gatineau du 20 au 24 mai dernier, qui a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière en recevant le prestigieux prix Engagement Incendie. Il a travaillé de janvier 2004 au service de sécurité incendie de la Ville de Laval à titre d'assistant directeur. Il a ensuite été directeur pendant 5 ans, jusqu'à son départ en 2009. C'est un grand monsieur, ça. Effectivement, et puis les honneurs sont mérités et c'est un monsieur que l'ensemble des pompiers, parce que je visite les casernes, je côtoie plusieurs pompiers et il fait l'unanimité. Alors, c'est quelqu'un qui permet à Laval de rayonner et je pense que c'est tout à fait mérité. Et en plus, c'est lui qui a fait adopter par le gouvernement du Québec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de Ville de Laval. Et ça, on sait à quel point c'est une expertise bien spéciale. On y va-tu avec l'annonce surprise? Oui. OK, on y va. 3, 2, 1, go.
Alors, nous avons déposé la candidature de Ville de Laval pour être la ville d'accueil des Jeux du Québec dans 3 ans et demi. Alors, l'ensemble des athlètes, des adolescents, des enfants de la province, nous l'espérons, seront accueillis chez nous pour les Jeux du Québec à Ville de Laval en 2020. 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à poser la candidature de Laval? Parce que est-ce qu'on a toutes les infrastructures que ça prend pour accueillir les Jeux du Québec? Alors, nous ne les avons pas, mais nous allons les avoir. Nous sommes à rénover tous nos parcs, nos arénas, nos facilités sportives et la Place Belle sera construite. Le centre aquatique sera construit et nous espérons réouvrir 1 ou 2 plages qui permettra aussi les activités sur nos rivières pour les Jeux du Québec. Donc 2020. En 2020. 2020. Et nos chances sont bonnes? Nos chances sont très bonnes. On a déjà parlé à nos grands partenaires. Puis on se mesure contre quelle ville déjà? Est-ce que vous avez d'autres villes qui se sont... À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas d'autres villes à l'horizon. Et dès mon arrivée en poste, les gens me parlaient qu'il faudrait que Laval postule et nous avons pris le temps d'assurer qu'on pourrait livrer la marchandise. Là, il y a les fêtes nationales qui s'en viennent. Grosse fête nationale. Effectivement. Le 24 juin, le 23, c'est à Montréal, à Québec. Le 24, nous sommes la seule place. Alors, on invite l'ensemble des citoyens de Laval. La programmation est formidable, ainsi que nos voisins de la Couronne Nord de Montréal, le 24, au Centre de la Nature. Vous voyez la programmation sur le site de la ville. La vedette de la tête d'affiche? Bien, il y en a plusieurs. Richard Séguin et d'autres. Diapason aussi du 7 au 10 juillet. Je vous dis qu'on va être occupé cet été. Là. Effectivement, nous avons une belle programmation. Diapason s'adresse surtout aux jeunes, les Sœurs Boulay et plusieurs artistes émergents. Ça se passe dans le beau secteur de Sainte-Rose. Alors, on invite l'ensemble des citoyens. C'est gratuit. Venez faire un tour. Et ça vous appartient. C'est aux citoyens de Laval et évidemment nos voisins qui veulent profiter de ça, de la Couronne Nord ou de Montréal. Le mot de la fin, je vous le donne. Alors, écoutez, enfin, l'été est arrivé chez nous. Profitez-en, profitez des activités extérieures, des facilités qui sont à votre disposition. Le Cosmodome, Centre de la Nature, il y aura l'orchestre symphonique dans certains parcs. Alors, profitez-en. Merci. Monsieur le maire, ce fut encore un grand plaisir d'avoir cet échange-là. Le mois prochain, on va se promener ailleurs. Parfait. Une autre surprise pour le mois prochain. Merci, monsieur le maire. Merci. À la prochaine. Voilà. C'est bon. Ça vous va, monsieur le maire?